Un nouveau cycle de négociations russo-américaines se tiendra lundi 24 mars dans la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad, où vient d'arriver la délégation russe. Notre envoyée spéciale Daria Vaganova est sur place et nous rejoint en direct. Daria, bonsoir. Vous avez fait le déplacement de Moscou à Riyad. Que savons-nous de ces négociations ? Bonsoir Adrienne, tout à fait, nous nous trouvons dans la capitale de l'Arabie Saoudite, à Riyad, qui est devenue, on peut le dire, la capitale diplomatique de ces derniers événements en ce qui concerne le rétablissement de relations entre Moscou et Washington. La délégation russe est arrivée ce soir à Riyad pour participer aux négociations avec donc, la délégation américaine qui, comme vous l'avez dit, auront lieu demain matin, le 24 mars. La délégation russe est dirigée par Grigori Karasin, président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie, la Chambre haute du Parlement russe, et Sergueï Bessida, conseiller du directeur du FSB, Service fédéral de sécurité. Comme l'a rapporté Yuri Ushakov, le conseiller de Vladimir Poutine, les parties ont l'intention de discuter de la sécurité de la navigation en mer Noire. En ce qui concerne la délégation américaine, on ne sait pas encore qui c'est qui va donc faire partie de cette délégation. J'espère qu'on va le savoir demain. Dmitry Peskov a déclaré que Vladimir Poutine avait personnellement nommé Grigori Karasin et Sergueï Bessida à la tête donc de la délégation russe. Hier, dans une interview accordée à la chaîne russe Zvezda, Grigori Karasin a déclaré que la délégation russe se rendait à ces négociations dans un état d'esprit combatif et constructif. Il a ajouté qu'il ne s'attend pas à ce que donc, les négociations de demain vont aider à résoudre toutes les questions qui ont à l'agenda des relations entre Moscou et Washington, mais quand même il attend à avoir des avancées sur certaines questions. Mais Riyad, qui est devenue, donc, comme je l'ai déjà dit, une des principales plateformes dans les relations, pour résoudre certaines questions dans les relations russo-américaines, se trouve non seulement la délégation russe, mais aussi la délégation ukrainienne. Donc c'est ce soir que les négociations entre la délégation américaine et ukrainienne ont eu lieu et cela a été confirmé par le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov. Je propose d'écouter un extrait de son communiqué. Nous sommes en train de mettre en œuvre les instructions du président ukrainien pour nous rapprocher d'une paix juste et renforcer la sécurité. L'ordre du jour comprend des propositions visant à protéger les installations énergétiques et les infrastructures critiques. Le chef adjoint du bureau de Zelensky, Pavlo Palissa, a déclaré à RIA Novosti que la délégation ukrainienne ne rencontrerait pas la délégation russe à Riyad malgré les informations de certains médias. En ce qui concerne les avancées dans le règlement russo-ukrainien, les choses laissent à désirer. Volodymyr Zelensky affirme qu'il soutient l'initiative de Vladimir Poutine et de Donald Trump visant à arrêter les frappes sur les installations énergétiques, mais ces paroles ne vont pas avec les actes, car c'est bien Kiev qui continue d'attaquer les infrastructures énergétiques russes. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a commenté ce fait. Malgré l'accord proposé par les États-Unis de s'abstenir d'attaquer les infrastructures énergétiques que Kiev semble avoir officiellement soutenues, les attaques perfides du régime nazi contre le territoire russe se poursuivent. Les forces ukrainiennes ont attaqué le 19 mars un dépôt de pétrole dans le territoire de Krasnodar et le 21 mars la station de mesure de gaz de Soudja dans la région de Koursk. En outre, la partie russe a enregistré de nouveaux cas barbares de ciblage délibéré d'habitations et d'établissements sociaux par des drones ukrainiens. Il est clair qu'avec ces actions, les autorités de Kiev démontrent une fois de plus leur manque absolu d'engagement à régler le conflit et à parvenir à la paix. Comme en 2022, les provocations sont de nouveau utilisées pour saper les négociations. Et je rappelle que c'est demain, le 24 mars, que le troisième cycle des négociations russo-américaines va avoir lieu à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, où nous allons donc suivre cette réunion de très près. Les premières négociations depuis des années ont eu lieu le 18 février ici à Riyad. Donc la délégation russe a alors été présidée par Sergueï Lavrov et Yuri Ushakov. Du côté américain, c'était Marco Rubio. Donc le deuxième cycle des négociations russo
russo-américain s'est tenu à Istanbul, en Turquie, le 27 février. Alors, ces négociations étaient consacrées au rétablissement des relations russo-américaines. Et demain, je rappelle que les négociations de demain seront consacrées à la sécurité de la navigation en mer Noire. Donc, nous restons ici à Riyad pour suivre de très près la réunion de demain. Merci à vous, Daria, pour toutes ces précisions. On vous retrouvera à coup sûr demain pour avoir plus d'informations sur cette rencontre. Et pour approfondir le sujet, nous recevons François Meylan, ancien officier de renseignement militaire suisse, en direct depuis Madrid. François Meylan, bonsoir. On sait que lors des négociations des 23 et 24 mars, les délégations russes et ukrainiennes ne se croiseront pas. Quelle est la raison de ce format et quels avantages peut-il présenter? Bonsoir Moscou. Le premier avantage que ça représente, c'est que dans le camp, si on peut appeler ça un camp, du côté des Ukrainiens, il n'y a pas l'unanimité. Il y a des composantes qui sont toujours pour la continuation de la guerre, notamment quelques oligarques du Donbass qui ont soutenu et qui ont financé M. Zelensky. Mais dans le ministère même, dans le ministère de l'Intérieur de Zelensky, nous avons quand même des factions de néo-nazis, et ça il faut le dire, il faudra le répéter, comme Azov, comme Slobodan, comme Pravi Sector, qui sont pas favorables à un cessez-le-feu. Le SBU, c'est le service secret ukrainien qui a pratiqué des séquestres, des exécutions extrajudiciaires, de la mauvaise information. Là aussi, on ne sait pas de quelle manière il se situe par rapport à ces... donc pas ces accords de paix, mais plutôt un accord de cessez-le-feu. Donc on peut dire que pour l'instant, les seuls qui ont émis réellement une volonté d'arriver à une solution le plus rapidement possible, c'est la Fédération de Russie et les États-Unis. Donc c'est tout à fait normal que dans un premier temps, puisqu'on est au stade de la réunion technique, c'est-à-dire donc la réunion technique n'est pas la réunion politique, c'est-à-dire qu'on met sur la table toutes les cartes, on regarde les paramètres, on regarde les contours d'un éventuel accord de cessez-le-feu, ce qui est important pour chacune des parties, la politique des petits pas, on peut dire, est pour arriver à une proposition de solution ou d'alternative qui ensuite devra être validée par une réunion ou plusieurs réunions politiques. Donc pour l'instant que les Ukrainiens, plutôt pas les Ukrainiens, mais plutôt le régime de Kiev, parce qu'il faut bien faire la différence entre le régime de Kiev et les Ukrainiens qui sont les grandes victimes de ce conflit, c'est normal qu'ils n'aient pas la même bon chapitre que les deux premiers, je dirais pas protagonistes, mais les deux premières puissances que sont la Fédération de Russie et les États-Unis. Ce qui est intéressant aussi, c'est de relever l'absence totale de l'Occident qui est devenu belliciste et qui est devenu, par le biais de la Commission européenne et de quelques pays en Union européenne, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne, qui sont devenus bellicistes, qui font réellement partie du problème, et la perte totale d'influence de l'Occident qui a perdu le monopole de la puissance, puisque ces accords qui, en d'autres temps, se seraient déroulés à Vienne, donc en Suisse ou à Helsinki, donc en Finlande ou d'autres lieux en Europe, maintenant se déroulent en Arabie Saoudite. Alors François Meylan, pour revenir à un point que vous avez évoqué, si des accords sont conclus entre les parties dans le cadre de ces négociations, comment garantir qu'ils seront respectés par Kiev qui n'a pas tenu sa parole le 21 mars? Alors ça, c'est la grande question, et c'est justement ce qui doit être réglé lors de là ou des réunions techniques à suivre. Il n'y a pas seulement les contours de se mettre d'accord, mais il y a aussi comment ça va être respecté, comment ça va être observé et comment ce sera appliqué. Dans tous les cas, on peut déjà dire qu'il n'y aura pas de recours à la communauté européenne, en fait à l'Occident, encore moins à la Commission européenne, puisqu'ils font réellement partie du problème, et c'est à déplorer, puisque c'est un drame ce qui se passe, c'est un drame qui dure depuis trop longtemps maintenant, ça fait plus de 3 ans depuis le déclenchement de l'opération spéciale, mais c'est un drame qui dure depuis beaucoup plus que 3 ans. Et maintenant qu'on a des puissances, des points importants comme les États-Unis, et notamment la Fédération de Russie, qui sont d'accord d'entrer en matière pour un cessez-le-feu dans un premier temps, dans un deuxième temps sur une paix durable, c'est malheureux de voir que l'Occident, et notamment la Commission européenne, sont des va-t-en-guerre
et qu'ils sont opposés à la paix, ce qui est jamais vu. Donc rappelons que les rôles de l'Union européenne, en fait les mandats de l'Union européenne, c'était le marché commun, mais c'était aussi qu'il n'y ait plus de conflit sur le vieux continent, ça veut dire c'était apaiser et c'était résoudre les conflits avant qu'ils prennent la proportion qu'a pris celui qui oppose le régime de Kiev à la Fédération de Russie. Merci à vous François Meilland. Je le rappelle, vous êtes ancien officier de renseignement militaire suisse et vous étiez avec nous en direct depuis Madrid.